Et puis merci beaucoup. Vous tenez. On verra tout à l'heure. Oui. Là, on doit faire du monde maintenant. Vous approchez. Hein? Avec le côté de la fenêtre. Alors si ça vous fait rien, on va commencer avec un peu d'avance, puisque de toute façon on ne pourrait pas mettre plus de monde, ce qui me réjouit et qui dénote de l'intérêt que vous portez non seulement au musée, mais peut-être plus spécialement à notre intervenant du jour, Roger Châtelain, ici présent et que je remercie très sincèrement d'avoir apporté sa contribution à l'animation de cette journée d'ouverture du musée. Roger Châtelain a ses racines dans le Jura et plus précisément à l'origine à Courtétel et puis ensuite à Delémont. Ceci en témoigne. Certains se reconnaîtront. Je vous laisse deviner qui figure sur cette photo. Dernière année de scolarité obligatoire à Delémont. Vous avez évidemment Roger qui est ici, Francis Beugli qui est là, et moi qui suis là. Évidemment, nous avions un peu plus de cheveux. Voilà. Nous avons terminé, en 1954, nous avons terminé ensemble le collège à Delémont. Nous étions fort peu nombreux à cette époque-là, dans cette dernière classe. Et nous devons malheureusement déplorer un tiers d'absents définitifs dans ce monde aujourd'hui. Sur ces personnes qui sont là. Donc Roger a poursuivi sa formation d'abord avec un apprentissage de compositeur typographe et il a complété ensuite sa formation de linotypiste, d'enseignant graphique et de correcteur. Il a d'abord enseigné la typographie à l'école professionnelle de Porrentruy, puis à Genève et Lausanne, et à l'école romande des arts graphiques. Il a exercé la fonction de maître principal, puis de doyen jusqu'en 2001. Roger Châtelain est l'auteur et co-auteur de nombreux ouvrages. Il y en a quelques-uns qui sont à votre disposition après cette présentation. Il a notamment édité, je ne sais pas si c'était à l'origine du guide du typographe, ou bien il existait co-auteur du guide du typographe. Et ensuite, il y a eu il a participé à de nombreuses rencontres typographiques. Il intègre en 1970 l'équipe rédactionnelle de la revue suisse de l'imprimerie et sera rédacteur en chef de la partie francophone de 1993 à 2000. Et au fil des années, il publie dans cette revue près de 500 articles. En 1990, il est l'un des initiateurs de la journée romande de la typographie, conférence qui se tient tous les 2 ans à Lausanne. Et en 1990, il reçoit à Heidelberg une distinction de la confrérie européenne des compagnons de Gutenberg. Roger Châtelain est donc un de ces jurassiens de l'extérieur qui fait rayonner le goût de notre coin de terre. Et je le remercie et je passe immédiatement la parole en lançant le diaporama qu'il va nous présenter. Roger, tu presses ici. Ici pour aller en avant, puis là on a fait. Je vais essayer de m'asseoir.
Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous adresse mes salutations. Bon, il a été gentil, Jean-Claude. On a fait le progymnase ensemble. Il n'a pas dit que c'était lui le Forantaine de la classe. Et il maniait la règle à calcul, alors que nous ne savions même pas qu'elle existait. Ancien conseiller national, hein, il faut peut-être le préciser. Vous serez peut-être indulgent avec l'orateur parce que ça fait bien 10 ans, ou même 15 ans que je n'ai plus fait d'exposé, j'ai refusé de donner des conférences, mais quand Jean-Claude m'a sollicité, étant donné que ça venait de lui, j'ai dit oui, pour 2 raisons. Parce que c'était lui, et puis la deuxième raison, c'est parce que, comme aurait dit un poète jurassien, Arthur Nicolet, c'était au Jura, la terre que j'aime. C'est une parole d'Arthur Nicolet. Alors on va essayer de se balader dans ce que j'appellerais les origines de la typographie pour arriver à l'époque actuelle. Un de mes collègues français, traditionnalistes de la typographie, avait l'habitude de commencer ses conférences en disant « Ce qui a répandu le plus de lumière à travers le monde, c'est la couleur noire de l'encre d'imprimerie. » Je vais peut-être faire une rapide incursion dans l'ère de l'exemplaire unique, c'est-à-dire du manuscrit. Le manuscrit qui était réalisé dans les monastères, les scriptoriums, les couvents, se caractérise par la beauté formelle de la communication. Ce qu'il faut dire, c'est que l'inconvénient du manuscrit, c'était un exemplaire unique. C'était un exemplaire unique et l'illustration était présente par le dessin du copiste ou éventuellement dans les années 1300 par la gravure sur bois. Vous avez ici un exemplaire de la Bible d'Utrecht qui date de 1403, c'est-à-dire avant l'invention de l'imprimerie, et on a là tous les éléments de la mise en page qui sera utilisée ensuite par l'imprimerie et la typographie. Les colonnes, le miroir de page à la règle d'or, l'indication du titre courant, tout ce que les copistes, les moines avaient imaginé et réalisé se retrouvera ensuite dans l'imprimerie. Pour nous autres, remonter à la communication, de la communication écrite, c'est évoquer naturellement en ce qui nous concerne la Bible de Moutier-Grandval. Ce livre source, qui est le second exemplaire le plus ancien illustré au monde, la Bible de Moutier-Grandval, qui a été réalisée entre 820 et 843, est déposée depuis 182 ans au British Museum à Londres. Je l'avais vu là une première fois et ensuite je l'avais revue lorsqu'elle était revenue à Delémont en 1981, exposée au musée jurassien, et c'est à Delémont qu'elle
s'était envolée pour Londres. Elle était entreposée dans un galetas. Ce sont les moines et copistes de l'abbaye de Saint-Martin-de-Tours qui ont calligraphié et enluminé les 449 feuillets, c'est-à-dire près de 900 pages, de cet exemplaire. Les spécialistes ont dénombré l'action de 24 copistes, lesquels se sont relayés pour tracer les caractères carolingiens de ce chef-d'œuvre de l'art médiéval. Comme illustration, j'ai pris une image d'une borne située au-dessus de Moutier-Grandval. Elle porte le millésime 1576 et je dédie cette image à ceux qui contestent l'appartenance de Moutier à la République et canton du Jura. Le vitrail que j'ai choisi, c'est celui qui se trouve à Notre-Dame de la Prévôté à Moutier. Il est d'Alfred Manessier, qui est décédé en 1993. La conservatrice de la Bibliothèque nationale de France, Anne Zali, aimait à préciser que, comme les peuples et les cultures, les écritures ont une âme. Dans la foulée, on ne négligera pas l'aspect politique, la minuscule Caroline apparaissant dans les mains de Charlemagne comme une volonté d'unifier son empire. Une anecdote peut-être, pour terminer sur le manuscrit. Sait-on que le premier texte en langue française jamais publié en Suisse romande émane du Jura. C'était une charte datée du 30 avril 1244. L'acte passé sous le sceau du chapitre de Montbéliard concerne un accord entre le couvent de Belley et Hugues de Buis en Ajoie. C'était relatif à des pâturages. De l'art du manuscrit, exemplaire unique, je rappelle, on en vient à l'imprimerie qui, elle, permettra la multiplication des exemplaires. L'invention de Gutenberg à Strasbourg via Mayence, Mainz, en Allemagne, remonte à 1440 environ. On a imprimé avant Gutenberg, mais c'était à partir de bois gravé, et vous comprendrez que réaliser des textes en gravant le bois, c'était une œuvre extrêmement ardue et difficile. On mesure les difficultés pour la production de textes. Les premiers typographes, donc Gutenberg et ses suivants, ont réalisé en plomb des lettres de style gothique, c'est-à-dire des lettres extrêmement difficiles à graver. Pourquoi? Ils voulaient simplement que l'imprimé ressemble, comme de gouttes d'eau, au manuscrit. Il y en a même qui ont parlé d'œuvres de falsification. On faisait croire que ce qui était imprimé et qui pouvait être multiplié était à l'image et égal au manuscrit dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui frappe dans cette image, c'est la qualité formelle, la beauté des premiers imprimés avec le caractère gothique. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a eu plusieurs genres de gothique, mais en Allemagne, c'est de la textura. En France, une gothique bâtarde, et en Italie, on avait la Caroline, une autre forme de lettre gothique. J'ai dit la perfection de ces premiers imprimés
on remarque ces colonnes avec l'espacement extrêmement régulier dans toutes les lignes de cette Bible à 36 lignes qui a été imprimée à Mayence vers 1460. C'est ce qu'on appelle un incunable. L'incunable de l'âge du berceau, c'est l'imprimé qui est réalisé avant 1500. Ce qui frappe dans cette image, dans cette reproduction, c'est que les anciens privilégiaient la qualité formelle au détriment parfois de la langue. Dans un titre de cette nature, avoir l'audace de séparer le nom de famille, Charlemagne, eh bien c'était pour la beauté formelle, c'était tout simplement ça. Et la gravure, eh bien, c'est une gravure sur bois. Et cet imprimé date de 1580. Alors, l'imprimerie. Ces dessins ont été offerts au typographe par un artiste qui s'appelait qui signait G.A. Augsburg. Il est décédé en 1974 et il avait offert ces dessins qui situent bien le travail dans l'imprimerie. On a tout d'abord en haut à gauche le compositeur typographe qui prenait chaque lettre dans un tiroir qu'on appelle la casse, qu'on verra tout à l'heure, et il composait ses lignes à une cadence de 1450 signes à l'heure environ. Et ça s'est perpétué durant à peu près 400 ans. En 1800, à peu près 1800, est apparue une machine avec un clavier, et cette machine qui s'appelle la linotype permettait de réaliser des textes à une cadence de 6000 signes à l'heure environ. Ensuite, on a le contremaître, que dans l'imprimerie on appelait le prote premier, le contremaître qui distribue le travail. En bas à gauche, le correcteur, qu'on appelle le père-virgule. Ensuite, le conducteur typographe, l'imprimeur, et le manutentionnaire, c'est-à-dire celui qui va porter les piles de feuilles imprimées. C'est à partir de 1960 qu'on a commencé à parler de photocomposition, c'est-à-dire de ne plus composer avec des lettres de plomb. On dit de plomb, mais c'est un alliage de plomb dont témoignent les teints, les lettres de plomb, et qu'on a photographié des lettres, des signes pour réaliser les compositions. Ensuite est venue l'informatisation, la numérisation qu'on connaît aujourd'hui. L'imprimerie dans l'ancien évêché de Bâle a été introduite par Blarer de Wartensee en 1592. C'est là qu'est paru le premier livre imprimé typographiquement dans le Jura. Et c'était à Porrentruy. À titre de repère, Bâle a connu l'imprimerie en 1463, première en Suisse. Le Jura se classe au 20e rang sur le plan helvétique. La case d'imprimerie, c'est donc le tiroir où étaient entreposées les lettres que le typographe, on disait le compositeur typographe, prenait les unes après les autres pour former des lignes. Vous remarquez que les minuscules, on dit les bas de case, parce qu'ils sont au bas de la case, les minuscules
étaient disposés selon leur fréquence. On utilise beaucoup plus le M, le N, le I que les lettres comme X, Y, Z qui sont dans la périphérie. J'attire peut-être votre attention sur deux lettres dont on parlera plus tard, c'est JU. Elles sont un petit peu isolées, elles ne sont pas dans la nomenclature normale, tout simplement parce que ces deux capitales, ces deux majuscules, on appelle les majuscules les capitales en typographie, ces deux majuscules n'existaient pas anciennement. On y reviendra. Voilà les lettres entreposées dans leur castin. Et le typographe avait sous les yeux une composition qui naturellement apparaissait à l'envers pour qu'elle soit ancrée, puis reportée sur le papier à l'endroit. Donc les premiers pas de l'arpète, l'apprenti typographe, c'était d'apprendre à lire à l'envers. Cette composition date de 1628, c'est en chiffres romains. Ça, c'est une composition qui a été corrigée par Balzac vers 1826. Alors, qu'est-ce qui se passait? Cet écrivain, auteur de la Comédie humaine, écrivait un premier jet qu'il remettait à l'imprimerie, les typos composaient, épreuvaient le texte et le remettaient à l'auteur, et Balzac réécrivait pratiquement tout son roman sur l'épreuve. C'était infernal pour les typos de communication. Ils avaient déclenché des grèves en exigeant que le typographe ne faisait pas plus de 1 heure, du Balzac, plus de 1 heure par jour. Ça, c'est une épreuve de Balzac. J'ai rassemblé quelques coupures malsonnantes. En principe, les logiciels de composition actuels évitent de couper les mots n'importe où, mais là, il a avoué avoir mal au cul. Ah oui. P, ça, je veux dire, on devrait éviter. Et toutes ces divisions sont ce qu'on appelle malsonnantes. Mais on en voit de temps en temps. Peut-être pas dans le Jura libre. Je salue d'ailleurs la présence du grand chef du Jura libre, un des grands chefs du Jura libre, M. Alain Charpillon. Je passe à l'esthétique typographique. En ce qui concerne la forme donnée à la composition, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on a appelé la nouvelle typographie, c'est-à-dire la modernisation de l'esthétique traditionnelle, reprise dès les années 1500 et gardée telle qu'elle pratiquement jusqu'en 1900. C'est dans les années 1920 que s'est imposé pour le livre, notamment, une nouvelle façon de disposer les lignes qu'ont apporté les mouvements réformistes, le Bauhaus, notamment dès 1920. Et dans la foulée, qu'a apporté ce qu'on a appelé le style suisse international dès 1945 à peu près. En résumé, j'ai noté ceci: l'épurement de la composition, dénuée de tout ornement. On a essayé de bannir l'ornement, je vous montrerai des exemples tout à l'heure. L'abandon de la composition centrée. Pour le livre, c'est une tradition très forte, l'axe central. La simplification du motif, aussi bien pour les caractères que la couleur. Une organisation claire et précise, des alignements rigoureux. La recherche d'une grande efficacité visuelle. Un texte réduit à l'essentiel. Et la répartition rationnelle des blancs, c'est-à-dire des surfaces non imprimées.
ce qu'on a appelé le style suisse international, qui a eu une très grande influence dans la modernisation de la typographie, a été servi par deux caractères de légende. L'univers, le premier l'univers, qui a été conçu par un Suisse de Paris, Adrian Frudiger, mais qui a été édité chez Deberny et Peignot, la fonderie de caractères parisienne. Donc l'univers, et dans le même temps, c'était les années 1957, dans le même temps, la fonderie Haas à Bâle, à Münchenstein, près de Bâle, a sorti un caractère extrêmement important aussi pour la typographie suisse, l'Helvetica. Il y a eu une compétition féroce entre ces deux types de caractères, et je me rappelle qu'une fois à Düsseldorf, j'ai rencontré le directeur de l'école pas de l'école, de la fonderie de Bâle, et il m'avait dit, il s'appelait Hoffmann, il m'avait dit, écoutez, votre revue suisse de l'imprimerie qui prône l'univers, ça nous a fait commercialement beaucoup de tort. Maintenant, bon, on sait que l'Helvetica fait son chemin, les deux caractères sont devenus un peu des icônes de la typographie. Dans les caractères d'imprimerie, on distingue différents styles. Le style qui, après la gothique, s'est imposé et a perduré durant 4 siècles environ, c'est ce qu'on appelle les garaldes, c'est-à-dire un caractère avec un empattement, l'extrémité de la lettre, triangulaire, dès 1500 environ. C'est en 1780, donc presque 1800, qu'un typographe français, Didot, a réalisé un caractère où l'empattement, c'est-à-dire l'extrémité de la lettre, était filiforme. Et presque en même temps, la mécane, qui est un caractère d'essence essentiellement britannique, est apparu aussi dans ces années-là, c'est-à-dire 1815, 1816, on a réalisé des caractères timidement, mais enfin des caractères sans empattement, c'est-à-dire les linéales et antiques qui allaient jouer un rôle extrêmement important dans la typographie suisse notamment. L'univers et l'Helvetica que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont des caractères linéales. Dans la création typographique, je voulais simplement faire ressortir le fait que on voit la forme, mais ce qui est très important pour la création, c'est la contreforme. La contreforme, c'est-à-dire le blanc à l'intérieur des signes. À propos de lisibilité, il faut savoir que l'accoutumance est un facteur clé de la lisibilité. On lit très facilement au moment, du moment qu'on est accoutumé à un certain style de caractère. On s'habitue, on domestique l'aspect formel des mots, mais il n'en reste pas moins que des expériences ont été faites qui ont montré que la lisibilité, on lit les caractères principalement par le haut des lettres. Et il y a d'ailleurs un humoriste français qui avait dit, mais alors on peut diminuer l'ampleur des livres de moitié, ça ne sert à rien de mettre toute la lettre. Une autre expérience intéressante a été effectuée, une expérience universitaire. En principe, on ne lit pas des lettres, on lit des mots-images. Or, à cette université de Cambridge, on s'est aperçu que l'ordre des lettres à l'intérieur d'un mot n'a pas une grande importance. Ce qui compte, c'est d'avoir la première et la dernière lettre du mot. Selon une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des lettres dans les mots n'a pas d'importance. La seule chose importante, c'est que la première et la dernière soient à la bonne place. Bon,
C'est une expérience universitaire. Je suis pas Ouais, convaincu. je ne lis pas jusqu'à comme ça. Hein. On a dit que l'axe central, les lignes centrées étaient extrêmement présentes dans le livre. Voilà une composition classique qui date de 1767 avec des caractères garals, c'est-à-dire des caractères latins utilisés durant 3 ou 4 siècles. Cette composition de 1827 montre une exagération dans la décoration, hein, que ce soit le cadre et puis les lignes. Chaque ligne est d'un caractère différent. Et c'est justement dans ce contexte que les nouveaux typographes, les réformateurs, ont voulu mettre de l'ordre. Et dans ces nouveaux typographes, il y avait un Allemand qui s'appelait Jan Tschichold et qui a sorti en 1928 un livre dit Neue Typographie, la nouvelle typographie, où il a eu le culot d'avoir un grand titre asymétrique, donc il a fait éclater l'axe central, et en face une page, un aplat noir, ce qui naturellement dérangeait passablement les traditionalistes. L'école de Bâle a joué un très grand rôle dans cette nouvelle typographie, et en 1967 est paru un ouvrage du directeur de l'école de Bâle qui s'appelait Émile Ruder. Et ce livre est en somme l'ouvrage de base de la typographie suisse. Je me rappelle que l'ouvrage est sorti en 1967, je l'ai dit, et quand j'ai commencé d'enseigner à Lausanne en 1969, j'avais ce livre sur mon bureau, et le doyen d'alors a vu et m'a dit « Mais monsieur Châtelain, on en Suisse romande, pourquoi vous prenez un livre qui vient de Suisse allemande ?» Il voulait dire par là qu'il fallait essayer de profiler la typographie dans un style particulier à la Suisse romande, ce qui était guère possible, et peu à peu on s'est aperçu que la typographie suisse, née dans les écoles de Bâle, Zurich, avec des compétitions entre les deux d'ailleurs, Saint-Gall, etc., avait pris le dessus, et cette typographie, cette nouvelle typographie était tellement prisée qu'à Paris, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les années 50, etc., eh bien, il y avait plus de 60 typographes et graphistes qui enseignaient et exerçaient leur art à Paris. Et aujourd'hui, on peut dire que la typographie née au Bauhaus, reprise par les écoles de Bâle et Zurich, enseignée, théorisée dans ces établissements scolaires, eh bien cette typographie s'est imposée, et maintenant, depuis une vingtaine d'années, on peut dire qu'il n'y a plus une typographie suisse décriée par certains, acceptée par d'autres. Il y a la typographie tout court avec des exagérations et parfois des éléments que nous devons rejeter, d'autres accepter. La création typographique continue, et c'est bien ainsi. À partir de ces données techniques, j'ai retenu quelques éléments du Jura qui méritent peut-être notre attention. Et premièrement, les éditions des Portes de France, elles ont été créées en 1942 par 3 personnalités
qui devaient devenir des personnalités, mais c'était des jeunes gens de 27 à 29 ans qui les ont fondés. C'était Roger Schafter, conseiller aux États, Jean Putat, le poète, et Pierre-Olivier Valzer, chef de file de l'anthologie jurassienne. L'activité éditoriale des Portes de France est extrêmement intéressante, non seulement au point de vue littéraire, mais aussi au point de vue typographique. Un de leurs titres de gloire à ces éditions, c'est d'avoir publié la première biographie de Charles de Gaulle. C'était en 1944, l'ouvrage est paru premièrement anonymement, c'était pas un pseudonyme, je crois que c'était anonymement, puis il a été signé par Georges Kataoui, qui en est l'auteur. À l'origine, les ouvrages des Portes de France étaient réalisés à la lithographie Frossard, Alfred Frossard, à Porrentruy, chez le père Bozo. Le père Bozo pour ce typographe de formation. Par exemple, si je prends cet ouvrage de Paul Éluard, publié par les Portes de France en 1947, la typographie est absolument étonnante pour l'époque. Non seulement le titre, mais quand vous voyez les pages intérieures. Et j'ai essayé de demander une fois à Porrentruy à une dame qui a fait un ouvrage sur les Portes de France, qui était l'auteur, le typographe ou le designer, le graphiste de cet ouvrage, mais on n'a pas réussi à savoir. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a été imprimé à Genève, chez Kundig à Genève, mais on ne sait pas qui est l'auteur de la typographie. J'abrège un peu parce que sans cela, je serais trop long. Si vous avez des questions, on pourra peut-être discuter tout à l'heure. Je voulais faire ressortir aussi une autre entreprise éditoriale importante, c'est la revue Transjurane. Non pas importante au point de vue de la typographie est banale et on peut dire presque médiocre, mais au point de vue littéraire, cette revue a joué un grand rôle et elle est aussi tributaire de quelque chose de symbolique, c'est-à-dire le déchirement de la patrie jurassienne, du Jura. Cette aventure à la revue Transjurane se situe entre 1938 et 1951. Elle a été fondée, la revue Transjurane, par trois habitants de Tramelan. Roland Stely, qui allait devenir une des figures de pro, malheureusement, du mouvement pro-bernois. Laurent Boyat, le sculpteur, dessinateur, premier caricaturiste du Jura libre, et mon homonyme Roger Châtelain, ancien archiviste et historien de Tramelan. Il est intéressant de noter que, et ça honore notre nom, finalement, Roger Châtelain a légué toutes ses archives au Jura, aux grandes dames de Stely. Et si j'ai dit que cette revue a préfiguré le drame du Jura, c'est lorsque l'administrateur de la commune de Tramelan, Roland Béglin, a été mêlé
à la commission de rédaction. Et je salue Madame Denise Béglin, Madame Denise Béglin que j'ai connue à l'Arcy, bien connue à l'Arcy. Une fois que Roland Béglin était là, il y avait 3 séparatistes et un anti. Et la revue Transjurane est morte de ces dissensions. Vous savez que Roland Béglin, avec la carrière qu'il a faite, a essayé de relancer une revue au Jura libre. Elle s'appelait Sur Parole. Elle était animée par le poète Jean Cutat. Et ce supplément littéraire a duré 2-3 ans. C'était intéressant. Voilà le titre de la revue Transjurane, laquelle avait publié en 1947 un cahier réalisé par l'artiste Albert Schneider. Ensuite, une gravure sur bois de Laurent Boyat. Cet artiste, qui est le premier caricaturiste du Jura libre, je l'ai rappelé, a réalisé cette gravure en 1984. Elle m'a été offerte par le beau-fils de Laurent Boyat, Michel Girardin, de Courfèvre, et sa femme, son épouse, qui est la fille de Laurent Boyat, m'a offert cette gravure en me disant « Voilà le drame jurassien. Les 7 sapins représentent les districts jurassiens. Et ils sont dans la tourmente. Et Laurent Boyat était très, très affecté par la division du Jura. Cette presse, qui est calquée sur le pressoir des vignerons, est en activité au musée Ancré-Plomb à Chavannes-Renan. Elle a été réalisée à l'école des métiers à Lausanne par un prof de l'école qui a fait les plans, qui a dirigé la construction en bois, etc. Et il a formulé une seule exigence, c'est que sur cette presse ne devaient être imprimés que des textes bibliques ou relatifs à la religion. Mais c'est intéressant de voir cette presse en activité à ce musée. Ce musée Ancré-Plomb qui va sortir au mois de novembre un ouvrage intitulé Typographe et imprimeur en Suisse romande d'une histoire, un ouvrage historique. Peut-être je reviens en arrière. L'imprimerie Antero-Rac, il faut quand même en dire un mot. C'est l'ancien professeur universitaire Pierre-Olivier Valzer qui avait attiré mon attention sur le fait que le premier livre imprimé en Suisse l'a été sous la houlette d'un jurassien de Laufont. C'était en 1470, il s'agissait d'un chanoine. L'imprimerie où il travaillait, officier, était installée à Béromus, dans le canton de Lucerne. Il est intéressant de noter que c'est dans la même officine monacale que pour la première fois ont été imprimés des chiffres arabes. De surcroît, c'est un des imprimeurs du chapitre qui fonda en 1469 le premier atelier typographique à Paris, plus précisément à la Sorbonne. À Porrentruy, le premier imprimeur s'appelle Jean Fèvre. Suivant la langue dans laquelle il imprimait, il arrivait qu'il change son nom. On a pu voir des imprimés où c'était signé Johann Schmidt. Mais Jean Fèvre
avait installé son atelier à Porrentruy, sous la devise « On vit par l'esprit et le reste appartiendra à la mort ». Il est exclusivement au service du gouvernement, c'est-à-dire du prince-évêque de Bâle, des édits de chancellerie, des textes liturgiques et des éditions scolaires sortent des presses à Joulotte. Selon un chroniqueur, les ouvrages imprimés par Jean Fèvre sont remarquables en tout point. Dans la profusion actuelle des caractères d'imprimerie, avec le logiciel à disposition, l'informatisation, etc., il est peut-être un peu prétentieux de faire ressortir le fait qu'un caractère tire son origine de Delémont. Il s'agit d'un dénommé Jean-Jacques Guénat, qui signait Hans Jakob Guénat. Il a germanisé son nom en allant s'installer à Bâle et en prenant la direction de la fonderie de caractères As à Bâle. Ce personnage a imprimé des livres de très grande qualité. Et un de ses descendants a réalisé un caractère qui a été repris par l'école cantonale des arts de Lausanne, par l'ECAL. Mon confrère François Rappeau a réalisé un caractère qu'il a appelé Guénat. Guénat, et c'est ce caractère-là que vous avez sous les yeux. Je l'ai utilisé dans deux de mes livres. C'est un caractère de style baroque assez intéressant. Celui qui s'appelait Guénat à Bâle est originaire de Delémont. La famille s'est perdue au fil des âges. Un autre caractère porte la marque jurassienne. Il y en a peut-être d'autres depuis, mais enfin, il a été réalisé par Mathieu Corta de Rossemaison. C'est un graphiste de formation qui a fait ses études à l'école de Lausanne et qui ensuite s'est installé à Lyon. Il est collaborateur au musée de l'imprimerie et de la communication visuelle à Lyon. Et il a sorti un caractère qu'il a appelé, Stockmar. Stockmar, ça doit vous dire quelque chose. Ce caractère est aussi fondé sur le style de Guénat. C'est en somme le professeur François Rappeau qui a parlé aux élèves de cette lettre, de ce genre de lettre, et Mathieu Corta a repris cela et il en a fait une police qu'il a appelée de Stockmar. Alors si j'ai mis retour de manivelle, c'est qu'il est opportun de relever qu'avant de devenir conseiller d'État, le tribun jurassien, Xavier Stockmar, passait pour un rebelle dont la tête fut mise à prix en 1831. C'était à la suite de sa proclamation en faveur de l'indépendance du Jura et à la suite de la plantation d'un arbre de la liberté à Porrentruy en 1830. On rappellera peut-être aussi, et ça intéressera peut-être un collaborateur ici présent des archives du Jura, on rappellera aussi qu'après l'annexion de 1815, l'État de Berne s'était emparé des archives de l'ancien évêché de Bâle
voulant sans doute éviter que les Jurassiens prennent connaissance de l'histoire de leur territoire. 2 années après son installation en 1832 comme préfet du district de Porrentruy, Stockmar réclama ces précieux documents au département concerné de Berne. Il avait écrit « Ces archives ont peu d'intérêt pour Berne et beaucoup pour nous ». Son courrier resta sans réponse. Il fallut une intervention unanime des députés jurassiens en 1839 pour qu'enfin le gouvernement bernois accepte de rapatrier à Porrentruy les archives de notre pays. Alors c'est un retour de manivelle intéressant qu'un jeune jurassien utilise le nom de Stockmar pour présenter sa police de caractère. Symbole de l'imprimerie traditionnelle, le griffon, avec les 2 balles pour ancrer les compositions avant l'invention des presses, le griffon a été aussi l'enseigne d'un jurassien important qui s'appelle Marcel Jaurès. Marcel Jaurès, ancien président de l'Institut des Arts, je crois, ou non, de l'Institut des Sciences, etc., du Jura. Marcel Jaurès était un éditeur et il a publié une série sur Victor Vasarely qui reste extrêmement importante par sa qualité, notamment. Et puis, les éditions du Griffon à Neuchâtel ont publié des livres à l'enseigne de Trésors de mon pays, je crois une 50aine de titres qui restent aussi importants. Mais qu'en est-il de l'étrange bête, de l'étrange animal adopté comme enseigne? Le griffon, à la source de cet être hybride, se trouve un imprimeur qui s'appelait Sébastien Griffe, G-R-Y-P-H-E. Il était installé à Lyon en 1520 et jouant sur son patronyme, il avait pris comme emblème justement le griffon, représentant l'aigle, le ciel, le lion, la force créatrice, et le serpent, la terre. Toute notion tendant à l'universalité et suggérant la puissance de l'imprimerie. Quant au choix de cette marque par Marcel Jaurès, il découle tout simplement d'un séjour qu'avait effectué Yolande, future épouse du Jurassien, à Pérouse en Italie. Les armes de Pérouse, de cette cité, représentent en effet le griffon, animal héraldique qui avait séduit l'éditeur en devenir. En 1915-1916 paraissait à Moutier le Petit Jurassien, journal qui était rédigé par Léon Froidevaux. Léon Froidevaux a eu maille à partir avec la justice, aussi bien au point de vue de son activité comme autonomiste que parce qu'il avait dénoncé certains méfaits au sein de l'armée suisse. Et le Petit Jurassien a été interdit par les autorités. Il était interdit par les autorités et Froidevaux a eu l'audace de publier son journal, premièrement sans titre, ensuite il l'a appelé le Petit Jurassien pour finir par le baptiser le Drapeau Jurassien. Ayant perdu son emploi et ne trouvant plus de travail, Léon Froidevaux, qui avait osé clamer que le Jura était l'Alsace
Lorraine des Bernois tomba dans un triste dénuement. Il passera la fin de sa vie, il est décédé en 1931, à Courtétel, donc à l'âge de 55 ans. Il était chez sa sœur Cécile, une bonne personne que j'ai eu l'ordre de connaître d'ailleurs, et qui a été très généreuse à l'égard du Rassemblement jurassien. Elle a légué ses biens au RJ. Il est heureux de constater que sur la façade de sa dernière demeure, donc à Courtétel, une plaque commémorative a été apposée avec ce texte hautement symbolique. Il a été, donc Léon Froidevaux, a été emprisonné, réduite à la misère. Ceux qui se sont inspirés de lui ont été victorieux le 23 juin 1974. On relèvera aussi qu'à Moutier, une promenade en ville porte l'appellation Léon Froidevaux. Cette dénomination avait été décidée par le conseil de ville de Moutier en dépit de l'opposition d'une personnalité politique pro-bernoise qui avait nom Marcel Forster. C'est elle qui a fait qui a déposé les recours contre la décision de Moutier de rejoindre le canton du Jura. Entre juillet 69 et la rentrée scolaire de 1970, j'avais eu l'opportunité d'effectuer un stage dans un bureau technique aux imprimeries réunies à Lausanne. Et c'était l'époque où se réalisait l'encyclopédie du Pays de Vaud. C'était à ce moment-là que j'avais fait la connaissance de Bertil Galland, qui était le directeur de cette encyclopédie qui allait compter 11 ouvrages, 11 volumes, et j'avais eu l'occasion d'échanger avec Bertil Galland certains principes typographiques, et ensuite on avait fait ensemble un ouvrage qui est paru aux presses universitaires et romandes de Lausanne. Au sein de cette équipe technique œuvrait un typographe, maquettiste d'origine italienne, et un matin il vient près de mon bureau me dit: écoutez, je sais que vous êtes attaché au Jura. Il était nuit ce matin, il allait faire des brocantes, etc. Et je sais que vous êtes attaché au Jura. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir de recevoir cette médaille. Bon, moi j'étais tout étonné, remercié, etc. Il s'appelait Manza, Renaldo Manza. Il était pas très chaud à mon égard à propos de la typographie suisse. Lui, il allait en France à des réunions où on prenait la typographie classique, etc. Il m'a dit, malgré que je n'approuve pas tellement ce que vous faites de la revue Sud de l'imprimerie, j'ai décidé de vous faire un cadeau, et il m'a offert cette médaille. La frappe de cette pièce historique remonte à 1919, c'est-à-dire que l'année prochaine, elle aura 100 ans. C'est un patriote nommé Guillaume Séraphin Bernard, à qui revint l'initiative de cette réalisation en hommage aux Jurassiens qui avaient milité dans le mouvement séparatiste de 1917, lequel était présidé par le docteur Eberhardt de Saint-Imier. La lutte contre la germanisation du pays comptait parmi les sujets à l'ordre du jour. Sur une face de la médaille, il y a la phrase « Vive libre ou mourir », devise de la République maurrassienne. Selon l'historien André Reyes, que j'avais consulté, qui était le responsable des archives de l'ancien évêché de Bâle, à Porrentruy,
il m'a dit que cette pièce était extrêmement rare. Bon, elle est chez moi, je ne la mange pas, je tourne beaucoup chaque jour. Tout au début de cet exposé, je vous ai parlé des initiales du cycle JU, et je vous projette là la couverture de l'ouvrage de Jean-Pierre Molliette, que j'ai maquetté. Il est sorti de presse en 2017 et une deuxième édition a été mise sur le marché il y a peu, au début de 2018. Les majuscules J et U n'existaient pas dans l'écriture du français anciennement. Il faut savoir en effet que ces majuscules J et U ne faisaient pas partie de la langue écrite. Ces deux lettres se confondaient respectivement de le I et le V. Vous avez un exemple là, épreuve des caractères nouvellement. Il n'y avait pas de U et il n'y avait pas de J. Jean Janon, l'imprimeur, c'est le I qui était mis à la place du J. Lorsque j'ai élaboré cette maquette pour la couverture de cet ouvrage, je n'avais pas du tout en tête cette antériorité. Par exemple, le caractère Garamond, sorti dans les années 1500, 1600, qui a été beaucoup utilisé, ne comprenait pas les lettres J et U. Officiellement, c'est dans la 4e édition du dictionnaire de l'Académie française, c'est-à-dire en 1762, que la consonne J a été distinguée de la voyelle I et que la voyelle U a été distinguée de la consonne V. En mettant le disciple en couverture du livre, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant de savoir que il y a 200 ou 300 ans, on n'aurait pas pu faire cette couverture de cette nature-là. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Nous avons, on va dire, un quart d'heure pour des questions. Pourquoi un quart d'heure seulement? C'est que je pense que Roger va se reposer un quart d'heure avant de recommencer l'exercice pour une deuxième série. Alors voilà, si vous avez des questions, des précisions à demander. Oui. M. Jardin, vous pouvez expliquer aux gens les règles d'or de la typographie, de la mise en page qu'on avait auparavant? Oui. Là, il faut que je dise que je suis imprimeur de métier, c'est pour ça que je vous demande de l'expliquer aux autres. Oui. Bon, il y a beaucoup de spécialistes. On est 4, je crois. Oui. Oui, la règle d'or, c'est tout simplement les proportions 3/8, 5/8. En principe, on devait toujours mettre le grand titre 3/8 du haut, 5/8 du bas. Les marges étaient aussi régularisées pour avoir la grande marge pour la page de droite, la grande marge à droite qui fasse 5/8, et puis la marge qui est à la couture, eh bien c'est 3/8. C'est ça le principe fondamental. La règle d'or, 3/8, 5/8. Mais il est clair que les nouveaux typographes, en bannissant finalement l'axe central, ont fait éclater un peu toutes les règles, mais il n'empêche que quand vous regardez même des compositions traditionnelles,
des compositions qui ne sont plus traditionnelles, c'est-à-dire asymétriques, eh bien très souvent, les gens retombent sur ces proportions 3/8, 5/8. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'autres questions? Juste, comment vous voyez l'évolution de la typographie maintenant que finalement on utilise de moins en moins les typographes, de moins en moins les correcteurs, que la composition des journaux se fait pratiquement directement par le journaliste, directement dans le modèle. Moi j'ai toujours considéré que la typographie était l'aide précieuse du lecteur. Est-ce que vous pensez qu'elle va subsister aussi dans les journaux ou comment vous voyez son évolution? On est des dinosaures, hein, les derniers qui avons utilisé le plomb. Bon, je crois qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est que n'importe qui, maintenant, peut faire n'importe quoi. Plus ou moins bien. Mais la typographie en elle-même, elle reste. On choisit un caractère, on choisit une disposition, mais le métier lui-même, c'est fini. Ça, je suis d'accord avec vous. Il y a de moins en moins de gens qui font le métier qui est devenu polygraphe. Je ne sais pas où ils en sont maintenant dans l'école où j'ai enseigné, mais l'imprimerie traditionnelle, c'est fini. Les journalistes, pendant 20 ans, j'ai donné un cours aux stagiaires journalistes, leur donnant les bases de la typographie. Les journalistes maintenant font eux-mêmes la mise en page, les textes. On voit chez les graphistes, on voit aussi un peu du n'importe quoi. Les typographes, ben, on l'a dit, il y en a pratiquement plus. Mais la typographie elle-même, avoir le sens de la disposition, ça, il faut que ça reste. Donc, aussi bien dans les écoles d'art il faut enseigner la disposition typographique, mais plus comme on le faisait anciennement. D'accord avec vous, c'est un métier sinistré. Je ne sais pas si l'imprimeur abonde dans mon sens. Oh oui, alors, complètement. Métier fini, hein. La typographie, ma foi, maintenant, ça n'existe plus. Que dans les musées. Ouais. Et puis dans les conférences. Voilà. Autre question? Oui. J'ai une question sur la lettre minuscule A et les deux graphies que j'ai essayé de dessiner là. Qu'est-ce qui distingue ces deux graphies de cette même lettre? C'est simplement un dessin qui est différent. Vous savez, bon, je n'ai pas les éléments ici pour vous montrer, mais on sait comment s'est fait l'évolution. Les caractères sont issus de la lettre romaine, hein, pour les majuscules. Puis les bas de casse, les minuscules, sont venus après coup avec différents dessins. Et la forme du A, par exemple, elle découle du choix du dessinateur, du graveur. Parce qu'anciennement, vous savez, les caractères en plomb, il fallait graver le poinçon. Puis ce poinçon, il servait à réaliser une matrice. Puis dans cette matrice, on coulait le plomb. Mais la réalisation des gravures, c'était quelque chose d'extrêmement fastidieux et difficile. Maintenant, ils font ça à l'ordinateur, en reprenant parfois des polices de caractères existantes, on change le nom. Par exemple, vous voyez, Lausanne. Il y a maintenant 3 polices de caractères qui s'appellent Lausanne. Il y en a une qui a été réalisée justement par Mathieu Cortal, jurassien, qui
qui œuvre au musée de l'imprimerie à Lyon. C'est l'écriture exclusive de la municipalité de Lausanne. Ils ont appelé ce caractère Lausanne. Et il y a une autre police qui s'appelle Lausanne chez un autre graphiste, il y en a deux autres. Et je me rappelle que dans les années 70 à 80, la fabrique Bobst à Lausanne avait réalisé beaucoup de caractères, certains intéressants d'ailleurs, mais ils n'avaient pas le droit d'utiliser l'Helvetica, ils n'avaient pas la licence pour l'Helvetica. Et ils avaient eu des difficultés à obtenir cette licence. Ils avaient sorti un caractère, ils avaient appelé Lausanne, c'était donc il y a 30-40 ans, ils avaient appelé ce caractère Lausanne, et ils avaient pris 3 ou 4 lettres de la dite police Helvetica, et ils avaient modifié le dessin. Par exemple, le A, eh bien, ils l'avaient modifié, comme vous dites, pour utiliser un caractère qui n'était plus l'Helvetica, mais le Lausanne. Mais vous savez, maintenant, s'il y avait des procès, comme il s'en est fait anciennement, sur le plagiat des caractères, on aurait des procès tous les jours. Je me rappelle qu'en 1985, il y avait une entreprise, je ne vais pas dire le nom, mais une entreprise jurassienne qui avait copié pour les machines à écrire, les boules, vous savez, les boules qu'on utilisait sur les machines à écrire, IBM, ils avaient copié un caractère. Et puis la maison, une maison de Neuchâtel avait intenté un procès en disant ce caractère a été copié, nous demandons le respect des droits et nous voulons la condamnation de cette maison. Et puis le tribunal de Genève, où la plainte avait été déposée, avait institué une commission de 3 membres pour étudier si vraiment il y avait copie ou pas. Je faisais partie de cette commission en compagnie d'Adrian Frutiger et Christian Mengelt, un professeur de l'école de Bâle. On s'était réunis 2 fois à Paris, banlieue parisienne. Mengelt savait 2 mots de français, moi je savais 2 mots d'allemand, et puis c'est Frutiger qui savait les 2 langues, à peu près, les 2 langues qui faisaient la transition. Et c'est moi qui avais dû faire le rapport pour le tribunal de Genève. Mais la condamnation n'avait pas eu lieu, bien qu'on avait dit qu'il y avait copie. Mais aujourd'hui, des procès, on en ferait tous les jours. La copie de caractère, il y a des logiciels qui permettent de prendre le caractère, modifier quelques aspects et sortir un nouveau caractère. Je ne veux pas dire que tout ce qui sort actuellement est de la copie. Il y a beaucoup d'adaptations, il y a on reprend d'anciens caractères, on les modifie, mais ce n'est plus le travail qui était exigé des anciens. Oui. Est-ce que dans les différentes justement langues, en allemand par exemple, on apprenait, en tout cas à mon époque, autrement d'écrire qu'en France, les A et puis d'autres lettres étaient faites autrement? Est-ce qu'il y a une séparation entre les différentes langues? Vous vous rappelez, je vous ai dit que la conservatrice de la Bibliothèque nationale de France, j'avais donné une conférence là et on avait pas mal discuté, elle précisait, comme les peuples et les cultures, les écritures ont une âme. C'est-à-dire que, vous savez, il y a certains caractères qui respirent la tradition du lieu. Par exemple, le Futura, une lettre qui a été réalisée en Allemagne, Futura, ça veut dire que c'est un caractère moderne, a été critiqué et un traditionnaliste français a dit que c'était une écriture
d'essence allemande. Ça veut dire que chaque, je ne veux pas dire chaque région, mais les peuples fondamentalement utilisent des écritures qui sont à l'image de leur culture. Le Jura libre a utilisé pendant des années le garamond. Maintenant, ils se sont tournés vers un autre caractère que j'apprécie aussi. C'était Roland Béglin qui voulait toujours le garamond, lui. Il était attaché à cette lettre traditionnelle française, mais il faut changer dans la vie, c'est bien clair. Évoluer. Merci, chef. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je rappelle que Roger Châtelain peut vous offrir, entre paiement bien sûr, l'un ou l'autre des ouvrages qu'il a réalisés. Je vous recommande. Je ne sais pas si c'est ton fils ou si c'est toi qui assure ta partie. Elle a un institutrice, elle s'est comptée. Ah bon. Alors voilà, on va présenter tu présentes ta fille. Et c'est vous qui vous chargez éventuellement de la tendance. Je vous remercie de votre présence. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, de visiter le reste du musée. Si vous l'avez déjà fait, de revoir un certain nombre de salles, notamment à cet étage ici, dans l'annexe, parce qu'il y a depuis quelques années quelques nouveautés, notamment le secteur ferroviaire, juste ici à côté. Et puis, sinon, rendez-vous pour une dernière animation de l'année, premier dimanche d'octobre. Ce seront les patoisans du Jura qui présenteront les gravures qui sont présentées à l'accueil. Merci. Merci.